Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Ils représentent 70% du continent, mais peinent à faire entendre leur voix. Les jeunes veulent contribuer au débat politique à l'aube de changements majeurs dans plusieurs pays d'Afrique. C'est le cas des médiateurs de la démocratie. Réunis à Kigali, ils veulent être de dignes héritiers de Mandela. À la une aussi, les promesses du président Félix Tshisekedi au lendemain de sa visite officielle en France. Le président de la RDC a promis à la diaspora de résoudre la question de la double nationalité pendant son mandat en cours. Et cette petite gradation pour l'Égypte, la notation de l'économie du pays passe de stable à positive, mais reste à B- après la dernière évaluation de l'agence de notation Fitch Ratings. Et pour ouvrir, l'Afrique détient la plus jeune population au monde. Plus de 70% d'Africains ont moins de 30 ans, mais une grande partie de cette jeunesse reste en marge des enjeux politiques de leur pays, selon l'Union africaine. À l'aube de changements importants dans plusieurs régions du continent, une formation de jeunes médiateurs de la démocratie s'est tenue à Kigali, au Rwanda. Ils se sont donnés pour nom de baptême les héritiers de Mandela, en signe de leur engagement à construire une démocratie inspirée des valeurs africaines. Reportage de Fraterne Ndachaï Senga. Eux, ce sont des médiateurs de la démocratie, un groupe de jeunes Africains qui aspirent au changement du continent à travers des actions communautaires dans leur pays. Ils savent que le changement tant attendu commence par leur petite communauté et ici à Kigali, ils sont formés par des spécialistes dans différents domaines pour porter ces actions au niveau supérieur. Actuellement, le Tchad est en période électorale, on va déjà dire. Et lorsqu'on remarque la jeunesse tchadienne, c'est une jeunesse qui aspire au changement. Donc oui, je pense vraiment que les médiateurs ont leur place et je pense également que je pourrais être dans le futur un modèle pour des jeunes comme moi qui verront peut-être en moi ce leadership et cette manière d'appréhender les problèmes, de résoudre les problèmes qui mènent peut-être notre société depuis tous ces temps. Dans ma communauté, les filles, en fait, quand une fille se démarque à l'école, les parents disent que non, mais elle doit se marier, la fille est faite pour aller en mariage, faire des enfants du coup. Mais moi, j'ai dit non, parce que j'ai été confrontée à ces difficultés, à ce problème-là. Donc, j'ai dû développer des stratégies pour pouvoir continuer avec l'école et arriver où je suis. Une jeunesse passionnée, mais aussi consciente des problèmes de la société pour pouvoir apporter des solutions, mais qui a besoin d'être accompagnée pour asseoir une démocratie ancrée dans les valeurs africaines. Ils ont choisi pour nom de promotion les héritiers de Mandela. C'est très évocateur et pour credo, agissons maintenant. On comprend très bien que c'est une génération qui comprend les enjeux. Ils sont convaincus des défis importants qu'ils doivent relever et se sont engagés résolument à se mettre au travail pour être les acteurs non seulement de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans nos pays qui sont fondamentalement fragmentés, mais ils se sont engagés à devenir les nouveaux gardiens de la démocratie, mais une démocratie qui puise dans les valeurs africaines et non une démocratie importée. La politique, ce n'est pas seulement être un dirigeant, mais aussi de savoir et d'être impliqué dans tout ce qui se fait dans son pays. Comprendre les défis majeurs de la société et la chance que nous avons d'avoir une culture riche qui peut être une source d'inspiration dans la recherche des solutions à ces problèmes. C'est aussi apprendre de nos riches expériences pour mieux avancer. Au Rwanda, par exemple, l'expérience nous montre que malgré les moments sombres, un peuple choisit de renaître et de briller. En 2050, le quart de la population mondiale sera africain et aujourd'hui, plus de 70% de la population africaine a moins de 30 ans, ce qui veut dire que cette population devrait être prise en charge convenablement pour être acteur de changement dans tous les secteurs, notamment le leadership. Et en République démocratique du Congo, la ville de Goma pleure ses morts après l'attaque d'un camp de déplacés. Au moins 9 personnes ont été tuées et des dizaines blessées le 3 mai dernier. Cet énième drame à l'est de la RDC survient au lendemain de la visite officielle du président Félix Tshisekedi à Paris. Face à la diaspora congolaise en France, le chef d'État s'est engagé à mettre fin à la crise sécuritaire et politique en cours. Le président Félix
Félix Tshisekedi leur a également présenté les priorités de son second mandat, tout en promettant de résoudre la question de la double nationalité. Philomène Tine. Selon certains observateurs, la diaspora congolaise peut jouer un rôle non négligeable dans le défi du développement de la République démocratique du Congo, RDC. Fort de ce constat, le président Félix Antoine Tshisekedi ambitionne d'associer les Congolais établis en France dans la mise en œuvre des 6 axes prioritaires de sa gouvernance au cours des 5 prochaines années. Il s'agit de la création d'emplois, la sécurité, l'amélioration du pouvoir d'achat, la diversification de l'économie, l'accès aux services de base et la modernisation de l'administration. Alors, le président est connu pour avoir, lors de son premier mandat, fait plusieurs promesses qu'il n'a jamais tenues, au point d'être brocardé dans les réseaux sociaux pour le nombre de promesses non tenues. Alors, qu'est-ce qui peut faire que cette fois-ci, on puisse lui accorder le bénéfice du doute qu'enfin, il va honorer ses promesses? Alors, la diaspora congolaise de France a beaucoup à apporter au pays, notamment en termes d'investissement et d'échange d'expériences avec les Congolais de l'intérieur du pays. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'est encore détériorée depuis début 2024, suscitée par les agissements du M23, notamment au Nord Kivu. Pendant ce temps, les autorités du pays sont dans la recherche d'une paix durable. Une des pistes de solution à cette crise sécuritaire serait l'unité nationale, selon le président Félix Tshisekedi. Il lance à cet effet un appel à l'unité auprès de la diaspora. Il y a beaucoup de Congolais qui ont été formés sur le plan sécuritaire en France et il y en a beaucoup qui sont dans l'armée française qui peuvent aider le président Félix Tshisekedi dans la réforme de l'armée. Donc voilà globalement ce que les Congolais de France et ceux d'ailleurs de la diaspora peuvent apporter au programme du président Tshisekedi. Mais la mise en place de tout cela, ça dépendra beaucoup plus de ce que le président Félix Tshisekedi est capable de faire et de proposer concrètement. La RDC bénéficie de larges transferts de sa diaspora, estimés à 3% du produit intérieur brut. En 2023, les transferts de fonds de la diaspora de ce pays d'Afrique centrale ont atteint un montant d'1,4 milliard de dollars, selon la Banque mondiale. L'autre retombée économique de cette visite officielle en France, la délégation congolaise a pu présenter les atouts de la destination RDC aux investisseurs. C'était lors d'un forum d'affaires avec le mouvement des entreprises de France, le MEDEF, un rendez-vous perçu comme une étape cruciale pour renforcer les relations économiques entre la République démocratique du Congo et la France. Amen Hedji. La République démocratique du Congo a présenté les opportunités d'investissement du pays à Paris en France du 28 au 30 avril 2024. Dans le cadre du renforcement de ses relations commerciales, la RDC, à travers Antonine Kinzo Kamole, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, a exposé ses atouts, se proclamant comme destination privilégiée pour les investissements internationaux. La RDC représente une destination de choix pour les investissements internationaux parce que c'est un pays qui a d'énormes ressources et un potentiel minier hyper important avec des ressources minières très variées. Donc je pense que oui, la RDC représente un bel endroit pour générer des IDE, mais aussi pourquoi pas transformer ces matières premières sur place et générer des industries et des emplois. Pour ma part, je pense que pour les multinationales qui ont intérêt à investir dans ces pays et qui peuvent générer de la valeur ajoutée dans ces pays, je pense que c'est une aubaine pour ces pays-là d'avoir de telles rencontres. La croissance du PIB de la République démocratique du Congo devrait se modérer à 6% en 2024 et se stabiliser autour de 5,8% sur la période 2025-2026 tirée par le secteur minier. Les autorités congolaises ont souligné les efforts du gouvernement pour renforcer un environnement d'affaires attractif et sécurisé conformément à la vision de création et de diversification de chaînes de valeur. Je pense que oui, la France et le Congo doivent continuer leur partenariat. Je pense que oui, le Congo peut continuer à discuter avec des partenaires institutionnels et d'autres partenaires entre guillemets non étatiques et non institutionnels pour continuer à avoir des échanges structurés et surtout avec justement des relations beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus horizontales afin que les deux parties soient gagnantes et qu'il n'y ait pas forcément de parties qui se disent lésées ou qui soient lésées par les échanges. Donc je pense que oui, cet échange est fructueux et augure de bonnes relations et de beaux contrats en perspective.
Outre l'aspect économique, la situation sécuritaire reste une priorité. La France étant mobilisée depuis de nombreuses années pour garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC et permettre un règlement de la crise dans la région des Grands Lacs. Et cette grosse fièvre sur les marchés de la fève de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana vivent leur pire récolte depuis des décennies. Les deux leaders mondiaux de la production cacaoyère ne pourront pas livrer plus de 500 000 tonnes de fèves de cacao prévendues, soit un gap d'environ 20% qui pourrait déboucher sur des troubles d'approvisionnement à l'international et l'augmentation des prix des produits à base de cacao. Cette baisse de production due à des facteurs climatiques est source d'inquiétude pour les économies ivoiriennes et ghanéennes. Le cacao fournit 14% du PIB de la Côte d'Ivoire et fait vivre un quart de sa population. Cheikh Omar Kamara. Les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana font face à l'une des pires récoltes depuis des décennies, les laissant dans l'incapacité de livrer jusqu'à 500 000 tonnes de fèves de cacao prévendues à environ $2 000 la tonne, selon des sources du secteur, mettant en péril l'économie des nations et l'approvisionnement mondial en cacao. Les conséquences de cette crise pourraient être ressenties à l'échelle mondiale, avec des répercussions ponctuelles sur les prix des produits à base de cacao et sur l'industrie chocolatière dans son ensemble. La question de la productivité du Ghana et de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le cacao est à regarder avec une double casquette. La première, c'est celle d'un observateur qui regarde un continent qui se dit qu'une partie de la production agricole devrait être transformée localement. Et donc, du coup, cette partie qui est transformée localement va manquer aux importations des pays qui ont toujours acheté le cacao pratiquement brut. Deuxième, c'est cette critique qui a été largement lancée sur à la fois le fait que les plantations ont vieilli et qu'elles n'ont pas nécessairement été maintenues de la bonne manière, mais aussi cette critique que l'Union européenne a formulée sur l'extension des champs quant à la déforestation. Face à la pénurie de fèves, les producteurs ont décidé de reporter les livraisons à la prochaine saison de récolte qui débutera en octobre 2024. Une décision qui aura des répercussions sur les approvisionnements mondiaux de cacao et pourrait maintenir les prix à un niveau élevé à court terme. Ce qu'il faut aujourd'hui être en mesure de regarder, c'est la production totale, celle qui est consommée sur le continent par la transformation locale et éventuellement l'évolution des demandes internationales. C'est une question d'agriculture qui commence à être une question géopolitique. Les dernières données montrent également qu'un volume de 1,35 million de tonnes est arrivé dans les ports ivoiriens entre le 1er octobre et le 28 avril 2024, soit 450 000 tonnes de moins qu'à la même période en 2022-2023. Dans un tel contexte, certains estiment que le marché pourrait rester volatile au cours des prochains mois. Et l'actualité, c'est aussi cette petite gradation pour l'Égypte. L'agence de notation Fitch Ratings a préservé la note de crédit B- au pays d'Afrique du Nord. L'économie égyptienne passe donc d'une mention stable à positive grâce à l'afflux d'investissements étrangers et la récente reconduction de l'accord du FMI. Ce samedi, le ministre égyptien des Finances a annoncé l'intention du gouvernement d'allouer plus de ressources à la réduction de la dette publique. Rappelons que l'Égypte fait face à une crise économique prolongée depuis plusieurs mois en raison de pénuries chroniques de devises étrangères. Explication avec Philomène Tine. L'agence de notation Fitch Ratings a révisé la note de la perspective économique de l'Égypte de stable à positive à B-. Cette révision des perspectives du pays d'Afrique du Nord tient compte des principaux facteurs tels que la diminution des risques de financement extérieur à court terme, des investissements directs étrangers plus importants, des capitaux étrangers supplémentaires, un renforcement des réserves de change du pays.
En tant que membre du BRICS, la banque des BRICS qu'on appelle la nouvelle banque de développement consent généralement des crédits à ces pays membres, ce qui fait que ce n'est plus un pays qui à court terme peut se retrouver à court de liquidité. Donc voilà de mon point de vue la principale raison qui fait en sorte que Fitch puisse dire que les perspectives de l'Égypte passent de stable à positives. Deuxièmement, n'oubliez pas également que l'Égypte, au lieu de laisser simplement un seul canal de Suez, en avait fait un deuxième et ce deuxième-là leur apporte suffisamment d'argent. La notation B- accordée à l'Égypte par Fitch Ratings signifie un risque d'un défaut sur la dette, mais avec la présence d'une marge de sécurité. À noter que la dette extérieure égyptienne a augmenté de 3,5 milliards de dollars pour atteindre 168 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023. Par ailleurs, le gouvernement égyptien veille à fixer un plafond de la dette publique du pays selon le ministère des Finances. Le marché de la notation financière dans le monde est contrôlé à 95% par 3 grandes compagnies américaines, Standard & Poor's, ensuite Moody's et enfin Fitch. Donc ces 3-là donnent le niveau de risque auquel est exposée une activité de crédit vis-à-vis de chacun de ces pays qui a bénéficié de cette notation. L'enjeu de la notation financière est considérable pour une économie. La notation financière permet notamment d'évaluer les risques liés aux actifs financiers. Et en culture, du rap en Wolof sur les scènes du fort d'Aubervilliers en France. L'artiste sénégalais Dip Doundou Guiss était en concert vendredi en compagnie d'autres pointures de la musique urbaine francophone comme les rappeurs Youssoupha et Azébès. Considéré comme le numéro 1 du rap sénégalais, Dip Doundou Guiss a mis en scène le caractère pluriel de son art, la force de ses textes et ce flow particulier qui a fait sa renommée. Écoutez. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition d'information sur Africa 24.